Salut à tous, bienvenue pour cet épisode 12 avec Lotto Soudal. On va avancer considérablement cette Vuelta 2020 donc sur son profil et, euh, et puis après on fera un petit bilan de où on en est et des perspectives pour cette fin de saison. Alors De Koenig Quickstep avait gagné le prologue qui était donc c'est un CLM par équipe. Caleb Ewan a montré dès le départ qu'il n'avait pas vraiment d'égal sur cette Vuelta au niveau du sprint. Et puis, voilà, plutôt deux fois qu'une, d'ailleurs, et même pas que deux. On a eu ensuite, voilà, des petites échappées comme ça. Non, là c'est Quintana qui s'était imposé à l'étape 4, voilà, et puis des petites velléités ensuite de Lotto Soudal pour essayer de s'imposer sur des étapes favorables. Je pense là ici à Tim Wellens. Forcément pas le dernier dès lors qu'il s'agit de faire jouer le punch, même si ça risque de pas forcément suffire l'histoire. Egan Bernal s'était ensuite imposé voilà, sur cette étape 6 pour établir un classement qui était écoutez, plutôt serré, hein, un classement serré à ce stade-là. Vous voyez le down de Philippe Gilbert qui a perdu ainsi quelques points. Je ferai un tout petit zoom dessus là, à la fin de l'épisode. Donc Philippe Gilbert a perdu un point, mais on s'en doutait. Hein, à ce stade-là, de toute façon, moi je l'ai emmené sur la Vuelta parce que avoir Gilbert dans son équipe, c'est avoir un coureur capable de, je dirais, de muscler les choses à des moments, d'avoir aussi quelqu'un capable d'intervenir dans ben, la hausse d'intensité en fin de course, lorsqu'il s'agit même d'emmener ceux qui vont lancer éventuellement Caleb Ewan. Bon, mais il n'y a aucun objectif particulier hein, pour Philippe Gilbert sur cette Vuelta avec cette équipe-là. C'est comme voilà, Adam Hansen, il est là pour vraiment entourer, pour voilà, ses équipiers. Hein, donc Gilbert, moi je le vois ce rôle-là également sur cette Vuelta. La seule chose à ce stade pour dire qui nous importe vraiment, c'est essayer de gagner Milan-San Remo l'année qui suit, en 2021. Parce que Philippe Gilbert, on sait très bien que c'est ça qu'il a en tête. Hein. D'ailleurs, c'est rigolo, quand vous avez vu son retrait, c'était avant l'annonce de la non-tenue de Paris-Roubaix, qui nous fend le cœur à tous. Hein. En tout cas, pour ma part, c'est un micro-drame que cette absence, je dirais, de Paris-Roubaix dans le calendrier. Eh bien, Philippe Gilbert avait déjà fait une croix hein, sur les Flandriennes. Il était insuffisamment remis de sa blessure, vous vous souvenez tous, sa blessure sur le Tour de France. Et donc, Philippe Gilbert avait déjà fait une croix. Je pense vraiment qu'à ce stade de sa carrière, notre Gilbert, il est plus près de la fin évidemment que du début d'une part, et puis surtout, il y a vraiment l'idée de Milan-San Remo. Je ne sais pas comment, avec la tendance actuelle sur Milan-San Remo, je ne sais pas comment Philippe Gilbert va pouvoir exister hein, entre nous, hein, parce que quand on voit la manière dont ça s'était déroulé, c'était le 8 août dernier, mais aussi l'année précédente, enfin, la tendance, elle n'est pas vraiment à ce que Gilbert puisse jouer un rôle sur Milan-San Remo, mais bon, on n'est pas à l'abri d'un miracle, le garçon va travailler. Là, c'est rigolo, circonstance de course un peu particulière. On avait une équipe ici qui roulait beaucoup, c'était Cofidis, qui roulait beaucoup sur l'échappée, et je ne comprenais absolument pas quelle pouvait être leur stratégie. Il y a comme ça des choses parfois qui sont un petit peu difficiles d'approche. Vous voyez, là, je suis un peu en errance hein, sur cette étape 8, hein, parce que, ok, j'ai lancé De Ghent pour une échappée, mais elle ne prend pas du tout le champ qu'on aurait pu éventuellement espérer. Derrière, certaines équipes roulent très très fort et on est dans l'incapacité d'aller appliquer ce qui était le plan initial. Alors d'abord c'était tu sors à plusieurs, après c'est envoi de Ghent entouré. De Ghent se fait reprendre. Vous savez que je fais la chasse forcément au point du classement de la montagne. Hein. J'ai évidemment ça en tête. Je tente autre chose à ce moment-là, puisque Philippe Gilbert a aussi carte blanche hein, sur ces étapes-là pour éventuellement se constituer une petite avance
à voir la manière dont il va être surveillé ou pas. Bon, bah, la réponse elle est là, c'est que y a pas possibilité d'exister dans cette toute fin d'étape pour Philippe Gilbert. Du coup, je me dis, allez, on a bien réduit le groupe maillot rouge hein, quand même. Hein. Essayons pour voir, essayons de profiter de cela. On a eu pas mal d'équipiers qui sont éliminés. Vous voyez, il n'y a plus que Hagen et encore pas grand chose, et Philippe Gilbert très peu, à qui il reste quelques forces. On peut donc essayer de tenter un tour de force avec Tim Wellens pour regarder qui est-ce qui va nous accompagner et de quelle façon est-ce que ça va se passer. Parce qu'il y a un moment donné où avec cette équipe-là, si je ne tente pas sur des étapes comme celle-ci, si je ne tente pas de faire quelques différences, quelques décisions, ce n'est pas lors des arrivées au sommet que ça va se faire. Hein. On a l'Angliru un petit peu plus tard, on a aussi bon ce CLM de l'étape 16 qui, euh, qui, qui n'est pas non plus réellement à l'avantage de Tim Wellens, même si bon, on a vu que l'IA avait tendance à le bugger, mais tout de même, il y a plusieurs autres arrivées au sommet, ce qui fait que ben, s'il y a des décisions à faire, c'est plutôt dans des étapes comme celle qu'on a là. Et vous voyez, c'est délicat. C'est délicat parce qu'après, au moment où certains outsiders se lancent, bah, c'est bien difficile. Tiens, la Philippe qui reste dans l'ombre là de Tim Wellens. On a vu Barguil notamment, Yates, Pinot, Bardet qui sont partis, donc on va essayer de recoller quand même. On va pas les laisser partir gratuitement comme cela. Et on a une meute, hein, parce que finalement, on a manqué d'équipiers au moment d'enfoncer le clou. Ça, c'est un peu le côté défaillant hein, de mon équipe là sur cette Vuelta. Parce que les coureurs ont beau être correctement préparés, ils n'ont pas la caisse nécessaire hein, individuellement et intrinsèquement, ils n'ont pas la caisse pour pouvoir vraiment faire mal et être nombreux dans des situations comme celle-ci pour faire enfoncer le clou, etc. Comme ça que Tim Wellens forcément va être pris parce qu'en fait ça a roulé sur lui. Donc zéro différence à faire. Dès lors qu'en plus on est repris, c'est l'apathie totale avec retour de certains coureurs qui avaient été lâchés. Du coup ça veut dire que vous récupérez des équipiers. Ça c'est de plus en plus délicat. On peut de moins en moins espérer jouer notre carte. Limite, il y a encore un ou deux sprinters qui recollent hein, dans le lot. Hein. Je suis prêt à parier qu'il y en a un ou deux qui peuvent revenir si on n'a pas cette accélération finale. Hein. Et donc, j'ai fait un leurre avec Hagen, bien évidemment, et tout ce qu'on pourra récupérer sur cette étape-là, me dirait c'est pas mal déjà, mais tout ce qu'on pourra récupérer, c'est une victoire d'étape. On ne pourra pas prendre plus. Et donc, c'est pas à coup de bonification de 10 secondes qu'on va se construire un matelas qui va être suffisant pour aller chercher une Vuelta. Donc là, vous voyez, c'est un moment où déjà je commence à réviser mes ambitions à la baisse. Surtout, voilà, d'arriver au col du Tourmalet, là, donc c'est l'étape qui, si tout va bien, parce que maintenant j'ose plus me projeter sur quoi que ce soit dans cette saison bizarroïde, si tout va bien, on aura ça le 25 octobre. Vous avez vu, ils ont décalé l'arrivée du Giro avec l'arrivée de la Vuelta ce jour-là pour qu'on puisse regarder les deux. Bon, bah, il n'y a plus besoin de décaler Roubaix, ça avait été fait dans un premier temps. Bon, il n'y a plus besoin du tout, hein, puisque voilà, il n'y aura pas de Roubaix. Mais cette étape-là, c'est vraiment le moment où l'on se dit, allez, peut-être plus 3 de forme du jour pour Waylands, il y a peut-être un truc à faire. Hagen pourra éventuellement aider, car il est aussi en bonne forme. Par contre, la grosse déception, c'est peut-être plutôt ce moins 2 de Thomas de Gent, puisque Thomas de Gent à moins 2, ça laisse pas augurer pour de Gent de pouvoir vraiment nous aider dans des moments cruciaux, puisqu'il risque d'être en difficulté. C'est pour ça que j'essaie d'anticiper. J'essaie d'anticiper parce que je me dis, avec sa mauvaise forme du jour, mais avec tout de même ses qualités naturelles, il est capable non seulement d'aller chercher quelques points, hein, c'est ce qui va se passer ici, d'aller chercher quelques points, puisque l'étape est vraiment généreuse en termes de points du classement de la montagne. Donc non seulement aller chercher des points, mais en plus peut-être se positionner à l'avant et jouer un petit peu plus un rôle que ce qu'il aurait pu jouer si on était resté avec Wellens, avec également
Karl Friedrich Hagen. Voilà, donc c'était ça mon objectif, envoyer De Ghent, espérer d'ailleurs qu'il ne soit pas seul. Voilà, vous voyez, j'ai à un moment donné attendu que les poursuivants le reprennent, parce que tout seul, il n'a aucun espoir d'aller au bout dans une telle forme. En revanche, voilà, ça y est, on est repris déjà. Pas longtemps plus tard, on est repris, parce que De Ghent n'en peut plus, parce que, ben voilà, c'est là que vous payez la forme du jour. Hein. Du coup, c'est dommage, parce qu'en fait, les points du hors-catégorie, on va même pas pouvoir y aspirer, donc c'est un peu ballot, parce qu'il y avait pas mal de points à prendre, mais en l'occurrence, il y avait aussi des choix à faire. Voilà, c'est terminé hein, pour Ewan, pour Van Houck, pour Thomas De Ghent. Donc dommage, dommage. On voit Carapace ici qui vient faire les points derrière Barguil. Il y a une situation là chez Ineos, si on va parler un peu des adversaires, hein, chez Ineos, bien évidemment Bernal est leader désigné de l'équipe. Carapace semble en canne. Geraint Thomas, en revanche, ne semble pas tellement en canne, je trouve, sur cette Vuelta. Mais ils ont la grosse armada. Hein. Ils ont amené tout ce qu'ils pouvaient au niveau des grimpeurs. Hein. Un peu comme sur le Tour de France, on avait eu une espèce de Dream Team Ineos. Donc avec victoire de Bernal, je crois me souvenir. Et victoire finale. Et puis, bah voilà, on peut pas espérer autre chose maintenant que résister. Je vais donc me caler tranquillement, puisque rien n'a fonctionné dans le fait d'envoyer De Ghent à l'avant, on n'a pas laissé faire ça, puisque les équipiers se sont un peu épuisés ici et là pour essayer de nous protéger les coureurs importants. Alors, vous voyez ici par exemple Quintana qui est parti un petit peu tôt dans cette ascension du Tourmalet. Et puis le problème, c'est que progressivement, De Ghent va lâcher, c'est bien normal. Déjà, on a de la chance qu'il était encore présent à ce stade-là. Tige Benoît est sorti. Et on aperçoit Yon Isagire qui rejoint Dan Martin. Donc ça sort, hein, ça sort. Et puis sur le tard, finalement, tout seul, Bernal va sortir d'un groupe de 60 hein, quand même. Hein. Bernal va sortir parce qu'il sent l'urgence. Il va sortir sur l'avant où vous avez toujours Quintana, Benoît. Alors là maintenant il y a aussi quelques-uns qui sont sortis dans un deuxième temps. Donc il les a repris. Hein. Bernal a repris tout le monde. Dan Martin, Uran ne tiennent pas le choc. Barguil en revanche par exemple le tient. Puis moi j'essaie d'y aller toujours pareil en effort, mais ça va être dur. Hein. On a bien compris. Hein. On a bien compris que ça va être très très dur, mais j'essaie d'y aller en effort curseur avec protection de Hagen. Sans avoir trop d'espoir non plus. Hein. Vous voyez, il reste 800 mètres par exemple, 65. Qui va gagner cette étape c'est Bernal quand même qui va la prendre. Emmanuel Bourgman va aussi marquer de gros points dans l'optique du classement général final, puisqu'il limite totalement la casse par rapport à Bernal. Tige Benoît aussi est assez surprenant sur cette étape-là, et l'addition aura été de 1 minute 51 dans cette étape pour Wellens, ce qui fait déjà perdre le maillot rouge et une 4e position hein, à ce stade, 4e position générale pour Team Wellens. Je voudrais attirer l'attention sur un bug. En théorie, il est à 98, il devrait être à 100% là, de forme, vous voyez. Et bien en fait, l'impact de ces blessures, et donc un bug du jeu, fait qu'il n'est qu'à 92. Et ben mine de rien, c'est pas innocent parce que ça m'enlève un point dans toutes les catégories. Ça m'enlève un point de partout. C'est vraiment bizarre hein, la gestion de la forme dans le jeu après une blessure, vous voyez. Parce que pendant une blessure grave, et on se souvient que c'était le cas pour abandonner sur le Tour de France, hein, pendant une blessure grave, on a, ce qui est bien légitime, une baisse du niveau de forme de préparation du coureur, mais après, il serait censé récupérer le niveau de forme qui était prévu. En tout cas c'est à ça que j'ai été habitué dans les précédents Pro Cycling Manager, et ça n'est pas le cas. C'est bien regrettable. Voilà. On est passé ensuite. De toute façon, il faut composer, hein, il faut faire avec ce qu'on a, et Dieu sait si c'est pas forcément évident. Alors peut-être on revoit à la baisse les objectifs à ce stade-là. Hein, on se dit
Si déjà on arrive à ce que Thomas de Ghent prenne encore des points au classement de la montagne, puisque ce serait sympa d'arriver à chercher un 3e classement de la montagne sur Grand Tour la même année, avec le même coureur. Si ensuite Wellens n'a d'autres possibilités que de se rabattre sur le classement par points et une placette au général, bah, c'est pas forcément si honteux. Vous voyez, voilà, on essaie de faire contre mauvaise fortune bon cœur, hein, et donc dans cet esprit-là, ben aussi on tente sur des fins d'étape comme ça, s'il y a moyen d'échapper à la vigilance du peloton, on ne va pas se gêner. Ce ne sera pas le cas ici, bien sûr. On aperçoit ici Adam Yates qui est parti dans le final. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir proposer? Est-ce que Tim Wellens va là encore pouvoir faire parler ses qualités de punch? Oui. Donc on arrive encore à en prendre une avec Wellens, ce qui est pas dommage. Ce qui est pas dommage du tout. Et par contre 0 diff, hein, c'est toujours pareil. Hein, on a peut-être gratté 8 secondes, voilà, mais ça n'a aucune espèce d'importance, permet juste de revenir à une 3e place, mais qui est très honorifique à ce stade-là. On notera l'excellent comportement de Tish Benoît au général, puisqu'il est en embuscade derrière Bernal. Et voilà, et au matin de cette arrivée à l'Alto des Moncalvillo, ben honnêtement, je me fais aucune illusion. Je sais qu'on va prendre la marée. On va prendre la marée ici, il n'y a pas de souci. En plus, Hagen n'est qu'à +1. Wellens à +3, ça permet juste d'avoir une note de montagne qui avoisine 78, mais il faut pas se leurrer, à 78 tu te fais éclater par des mecs à 82, hein, ou 84 pour Bernal. Voilà, donc déjà un peu de pessimisme au début de cette étape-là pour moi. Vous voyez, l'échappée prend une énorme avance, 8 minutes, 9 minutes, il reste en plus 60 bornes, donc là ça commence à être, on commence un petit peu à envisager la victoire d'étape à ce stade-là pour l'échappée, hein. Donc à voir, quand même à confirmer, mais l'avance paraît tout à fait raisonnable. Ici il y a un petit sprint mémorable entre De Ghent et O'Connor pour essayer d'aller choper un max de points au classement de la montagne. Ça va être fait pour Thomas De Ghent, toujours plus de 8 minutes de retard pour le peloton qui ne roule pas, hein, donc le peloton joue battu, hein, sur la victoire, pour la victoire d'étape. Dans cette étape, on est sur la combien? On est sur la 11 ou quelque chose comme ça, 12, 11, 12, voilà, pardon. Et petit point sur les classements, vous voyez que Wellens est placé pour la montagne, mais ce ne sera pas avec lui que je vais jouer le coup, ce sera avec De Ghent. Il va plutôt donc viser le maillot vert. Le général, on l'oublie parce qu'on a bien compris qu'il n'y aura pas de chute de l'IA suffisante pour que Wellens puisse viser autre chose qu'une place honorifique. J'ai ici le souci à 6-7 bandes de l'arrivée de protéger Tim Wellens. On a Carl Friedrich Hagen encore, hein, en réserve, mais surtout devant, il y a une lutte avec Thomas De Ghent et notamment Dries Devenins. Voilà, Dries Devenins qui va être l'opposant principal à Thomas De Ghent pour une éventuelle victoire d'étape. Vous voyez que c'est très très serré entre les deux, il reste plus grand chose à Thomas De Ghent sur cette toute fin. Je tente le coup ici, mais de manière assez prodigieuse, alors qu'il semblait au plus mal. Dries Devenins avait encore de la barre, et comment ça va se terminer l'histoire? Ça va se terminer avec une victoire du coureur de la Deceuninck Quick-Step, qui aura donc très 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 bien résisté. Évidemment, tu t'intéresses à l'avant, tu te fais carotter derrière, mais bon, je vous avais dit, c'est pas très grave, parce que j'avais bien compris ce que pouvait être cette toute fin d'étape. Il manquait de l'énergie à Tim Wellens, qui va ici prendre un petit peu moins de 2 minutes dans la musette. Non, l'information capitale sur ce jour-là, c'est surtout la perte de temps au général d'Egan Bernal. Bernal qui va perdre du temps sur Benoît, sur Bourman, sur Ion Izagirre, et puis Wellens, voilà, qui va dire une dernière fois adieu à toute ambition. Ici, c'est terminé, hein, ce stade-là déjà. Non, il y a eu un rapproché de certains vis-à-vis de Bernal. Bernal qui a semblé un petit peu craquer au final sur cette étape-là. Ça nous parle, hein, à nous joueurs de PCM
si on voit Bernal comme ça craquer sur ce type d'étape 11 de la Vuelta, c'est pas anodin. C'est pas anodin, ça veut juste dire que, donc je rappelle, il sort d'un Tour de France assez magnifique, et tout simplement il est en défaillance au niveau de la préparation. Voilà. La préparation aura été mal faite pour cette Vuelta, pour Egan Bernal, derrière une victoire sur le Tour de France. Donc il doit y avoir certainement une courbe de fatigue qui explose considérablement, combinée à une courbe de préparation qui ne doit pas être optimale elle aussi. Et de ce fait, on est en galère pour Bernal. Donc on sent que ça va se passer pour le général entre d'autres coureurs que Egan Bernal ici. On va essayer d'aller prendre une étape. C'est difficile celle-là. C'est passé vraiment proche, hein, mais bon, donc Caleb Ewan prend une nouvelle victoire d'étape sur cette Vuelta. Je vous l'avais dit dans l'épisode précédent, je considère que tout autre résultat qu'une victoire sur toutes ces étapes-là, les étapes dévolues aux sprinters, tout autre résultat qu'une victoire d'étape pour Ewan est une contre-performance, puisque le garçon a une telle supériorité par rapport à ses concurrents qu'il n'y a même pas besoin d'hésiter. Étape 13 à présent. Attention, il y a une bosse à la fin. Il y a une bosse à la fin, c'est pas du tout... quand on regarde le profil, là, on se dit oh, ben ça va, encore un sprint. À voir. Vous allez voir dans quelques secondes. C'est pas réellement ça. C'est pas réellement ça. C'est plutôt, vous savez, arrivée assez fréquente hein, sur la Volta, qu'on connaît sur les profils des années précédentes, hein, quelles qu'elles soient. Tous les joueurs de PCM connaissent ça, c'est des arrivées avec un petit peu de pourcentage sur une courte distance et où finalement tout le monde s'explique et ça se joue quasiment à celui qui est en tête au bas de la difficulté et qui est bien soutenu quoi. Donc on sait que c'est comme ça que ça va se passer ici, hormis si on arrive à faire une différence et si on arrive à opérer des cassures. Donc c'est vrai que je m'attache pas mal à ça sur cette partie de Volta là. Dès lors que je vois un terrain, vous savez, qui est plutôt favorable à mes costauds, hein, j'essaye de provoquer des cassures, je regarde si quelque chose peut arriver. Ben, hélas, pour le moment, pas grand chose. Je n'arrive pas à impacter les leaders au général sur tout le travail que je peux essayer de faire pourtant avec mes équipiers. Donc non, il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen du tout. On est passé pas loin de la ligne d'arrivée, c'est marrant, il y a une petite boucle, et puis on va arriver par l'autre côté. Sur cette étape-là, allez, on essaye tout de même de rouler à bloc pour mettre Tim Wellens dans les meilleures conditions, puisque c'est évidemment pour lui ce genre d'arrivée, hein. En tout cas c'est pour ce profil-là de coureur. Regardez, au kilomètre donc, ben on est mal placé, on est un petit peu mal placé déjà, et on va pas réussir à entraver l'excellente montée de Dan Martin qui va s'imposer devant Quintana et Roglic. Bon, ben, elle est pas pour nous, mais on n'a pas perdu de temps. On me dirait, regardez, qui est-ce qui perd du temps là-dessus? Pas grand monde. Donc c'est pas une arrivée réellement passionnante. Pour moi, pour que ce soit intéressant, il a manqué 1 ou 2 kilomètres de plus de montée, mais là, du coup, c'était un peu frustrant. Alors, Alto della Farapona. Alors là, bonjour l'étape. On est ici à l'étape 14 sur encore une fois une configuration d'arrivée au sommet qui n'est absolument pas favorable pour nous, surtout quand on a un petit plus 2 pardon, de forme du jour, un petit plus 1 pour Thomas de Ghent que j'envoie tout de suite à l'avant bien sûr, et pour Karl Friedrich Hagen c'est du plus 3. Donc on sent venir que on avait baissé la tête déjà, et puis là on va se prendre encore un coup sur la nuque, hein. Donc là, il n'y a pas de problème. L'histoire, elle est entendue. Donc, du coup, ma stratégie est plutôt d'essayer d'aller chercher des points. Hein, vous avez vu, j'ai envoyé De Ghent à l'avant. On va essayer d'aller prendre des points de la montagne, hein, puisque c'est à peu près tout ce qui nous reste, à part quelques victoires d'étape à aller chercher ici et là. Mais on essaye de faire avec nos moyens. C'est sûr que, vous imaginez, si sur cette Vuelta, au lieu de Iwan, j'avais eu, mettons, Tige Benoît. Voilà. Juste Tige Benoît à la place de Caleb Ewan. Je pense que la Vuelta, ça aurait pas été la même. Mais alors, pas du tout la même. Parce que vous avez un combiné à ce moment-là avec un coureur un peu plus costaud
capable de tenir en montagne sur de bonnes formes du jour s'il est bien préparé, et capable ensuite d'être soutenu par les Wellens, de Ghent, Hagen. Et là, tout de suite, ça vous change la face d'une Vuelta. Bon, il n'en est rien, ça n'a rien de fantasmé. Et puis en plus, c'est pas lui qui nous rejoindra. Hein. On a voulu varier un petit peu les plaisirs par rapport aux années précédentes et aux carrières proposées sur cette chaîne les fois d'avant. Donc c'est du Lotto Soudal version 2.0 et ça n'a pas grand chose à voir avec la première version d'il y a 2 années. Et bah, vous voyez, on souffre. Hein. On souffre ici. En plus, c'est dommage parce que j'avais peut-être l'idée de reprendre des points avec De Ghent là-dessus, mais même pas, ça va pouvoir avoir lieu. Si on va venir gratouiller un petit point ou deux là, mais c'est pas bien probant. Hein. On est en tête. Hein. De Ghent va prendre le maillot hein, sur cette étape-là. Il va prendre le maillot blanc à pois bleu, mais c'est tout, parce qu'encore une fois, on est pris. Alors, ce qui devient hein, du coup assez intéressant, c'est d'observer la lutte entre favoris. Benoît semble vraiment bien, Bourman semble très bien, Yon Issaguirre semble aussi très très bien, Bernal semble en léger recul, voire même avoir sur cette étape-là en recul prononcé. Tiens, on aperçoit Jack Haig là. Il y a Thomas de Ghent avec 2 Australiens pour la lutte pour les points au sommet du Puerto de San Lorenzo. Ça va le faire. Hein. Ça va le faire, il va pouvoir aller récupérer quelques points. C'est sympa aussi parce qu'on se bat et on n'a pas grand chose. On n'a pas grand chose à faire valoir. On est même si sur le papier on a 3 coureurs à 79, ce qui est quand même un luxe absolu. Hein. T'as 3 coureurs à 79, normalement tu fais très très fort. Ces 3 coureurs à 79, c'est Ewan, De Ghent et Philippe Gilbert. Donc dès qu'on a dit ça, on a compris qu'en fait c'est pas la même force d'équipe que ce qu'on pourrait avoir dans d'autres contextes. Mais donc équipe forte intrinsèquement, mais pas quand le terrain s'élève. De faibles arguments à faire valoir dès lors qu'on est sur des arrivées au sommet. On manque, voilà, ici, quelque part, on manque de soutien lorsqu'il s'agit à 6-7 km de l'arrivée de rouler. Vous avez vu, il y a quand même, moi je trouve en tout cas, un petit changement dans l'attitude de l'IA. Ça c'est le patch. On prend cher. Hein. Là c'est bye bye. Hein. On prend cher. Je dirais que depuis que le jeu a été patché vers la 1.6.2 là, je trouve que le comportement en montagne, donc surtout lors des arrivées au sommet, qui était le truc qu'on pouvait décrier hein, principalement, tiens, il y a 3 hommes qui s'envolent là, le comportement pour ce qui est comme ça des arrivées au sommet est un petit peu différent. Je trouve que les attaques sont un petit peu moins débiles hein, et sont un peu plus ressemblantes à ceux que l'on pouvait connaître sur des versions antérieures du jeu. Donc c'est plutôt bien, parce que du coup pour la crédibilité du jeu, vous voyez ici Bourman devant Quintana et Issaguirre, Benoît qui vient sauver une 4ème place, Roglic est aussi sur cette Vuelta, je n'ai pas beaucoup parlé, mais parce que Roglic n'a pas beaucoup d'arguments à faire valoir, il est dans le même cas que Egan Bernal, hein, Primoz Roglic, c'est-à-dire souffrance parce que préparation défaillante, vous voyez, 10ème au général, pour lui c'est terminé aussi, hein. Mais bon, voilà, et puis en plus, vous enchaînez, après cette étape 14, vous enchaînez avec une arrivée au sommet de l'Angliru pour l'étape 15. Donc c'est vraiment des enchaînements qui sont fabuleusement difficiles, et où, encore une fois, bah oui, le défi avec une équipe comme celle-ci, c'est d'essayer de limiter la casse, d'essayer de gagner des petits trucs à droite à gauche, mais c'est... Voilà, on savait déjà avant. Hein. Je me faisais pas trop d'illusions avant de démarrer la Vuelta. Je me disais bien que ce serait très très compliqué. Hein. Il est fini le temps doré des victoires avec un puncher sur un grand tour, fût-ce la Vuelta. Il est terminé ce temps-là, hein, en tout cas pour le moment avec dans cette partie Lotto Soudal. Pour gagner, il me faut bien autre chose. Hein. C'est quand même délicat. C'est délicat. Donc pour Thomas de Ghent à l'avant, il y a de l'adversité. On a aperçu Vincenzo Nibali, Guillaume Martin, Richie Porte, Davide Formolo, Thibaut Pinot, notamment
Et d'ailleurs, tiens, on parle de Formolo, regardez. Il a l'air en canne, le garçon. Il a l'air bien, le Formolo. De Ghent vient quand même piquer quelques points au sommet. Alors, très laborieusement, on est en train d'accumuler des points au classement de la montagne. Donc, c'est quand même la satisfaction du moment. 30 bandes de l'arrivée. Ah ouais, ça c'est fâcheux, ça. Oh là 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 là. La chute de Karl Friedrich Hagen. C'est dommage, hein, parce qu'on est sur terrain quasi plat, on est sur un faux plat descendant. Hein. Il tombe. Et du coup, bah tiens, il y a Quintana aussi qui est tombé. Mais ce qui est dommage, c'est que c'est un peu avant une ascension, bah c'est dans le final, quoi. Et du coup, mon Hagen, là, je le fais attendre par quelques équipiers qui vont se dépouiller pour essayer de le remonter. Mais ça va être délicat, ça va être très très difficile parce que il va dépenser beaucoup d'argent pour d'énergie pour rentrer dans l'Alto del Cordal ici, puis ensuite il y a un trou à boucher quoi. Il y a un trou à boucher. Alors en plus on est sur 3 fronts, mais c'est encore à la limite c'est rigolo. Là il rentre, mais il rentre de l'arrière et donc il est loin d'être rentré sur l'avant de ce groupe qui est d'ailleurs un groupe dans lequel Wellens fait le traînard à l'arrière quoi parce que j'économise la barre. Et voilà, encore un trou à boucher pour Hagen sur la relance, bien évidemment. Bon, compliqué, hein, c'est compliqué. Devant Soler, O'Connor, Pinot pour éventuellement la gagne, on va voir, c'est pas dit du tout. Hagen continue sa folle remontée, et c'est là qu'il nous manque, c'est dans ces moments-là, il nous manque déjà, puisque la protection de Philippe Gilbert ne sert donc plus à rien à ce stade-là. Tim Wellens est tout seul, et du coup, ah tant pis, je vais redescendre de Ghent. Je vais redescendre de Ghent parce que ça m'a saoulé de pas avoir de protection pour Wellens. Et honnêtement, vraiment un mauvais coup. Là, on a été malchanceux. Autant avant, tout ce qui se passait était relativement logique. Autant sur cette étape-là, on a été supra malchanceux. Et donc, ouais, j'ai vu que c'était fichu pour la victoire d'étape peut-être. Du coup, je me suis pas embarrassé, j'ai redescendu de Ghent. Et on va essayer au moins de limiter la casse comme ça avec Wellens, parce que j'aimerais bien sauvegarder un top 10 tout de même, même si on a bien compris que c'était pas la gagne, mais voilà, Bourgman, Issaguirre et Roglic, hein, quand même, Roglic est présent, hein. Roglic est là, Tish Benoît arrive, en force le Tish, il est présent, et vous allez voir qu'Egan Bernal va prendre cher hein, sur cette étape-là, ça va être assez dingue, alors là il est à l'avant, hein, certes, mais c'est loin d'être fini. Wellens, grâce à la protection de Ghent, va reprendre ainsi, voilà, vous voyez un Bernal en défaillance, par exemple. Adam Yates ainsi que Dan Martin sont encore avec un peu d'énergie, semble-t-il. Mais c'est pas ici que la course se joue, c'est devant. Voilà, c'est Jonas Aguirre, Bourgman, Roglic, Benoît, Richie Porte et à l'avant, par contre, vous avez un Formolo qui semble échapper à la vigilance de Thibaut Pinot ainsi que Marc Soler. Donc nous, bon, on a bien compris, on est derrière. On a dépassé Bernal, hein, c'est pour vous dire voilà, il est en train de lâcher. Il est en train de lâcher Bernal. Intéressant quand même hein, à voir que les efforts sur le Tour de France se sont donc payés au prix fort. David et Formolo en défaillance, mais derrière ils sont en défaillance aussi. Là on est revenu sur le logiciel PCM20, c'est-à-dire que dans les derniers kilomètres d'une arrivée au sommet, d'une étape avec arrivée au sommet, c'est défaillance contre défaillance. Et ainsi, ben, on va voir un peu comment ça peut se passer. Vous voyez, même à 60, je récupère plus rien. Du coup, je monte la barre. On va prendre un éclat, mais c'est pas bien grave. Non, je retiendrai cette victoire de Formolo qui aurait été assez splendide. Et Thibaut Pinot, vous voyez, et Solaire ont été dans l'incapacité de reprendre un Formolo à 76 en montagne et 78 en vallon, quoi. Ce qui veut dire qu'on était sur une belle forme du jour. Pour ce qui est de Formolo, ça se resserre devant. Hein. Et justement, ça tombe bien. On est à cette fameuse étape contre la montre de 32 km et demi avec donc une arrivée au sommet de Mirador de Essaro. Et là, bah, c'est super sympa. Hein. Super sympa cette étape, bien évidemment. Donc, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir proposer là-dessus? Ben, déjà une répartition de l'effort. Vous voyez, je teste évidemment avec Philippe Gilbert, je teste avec Thomas De Ghent. De Ghent, s'il n'avait pas eu une forme du jour pourrie, aurait pu être un candidat hein, à cette étape-là. Il y avait zéro problème, hein, mais ce n'est pas le cas. Donc, il va devoir se contenter d'un chrono honorable, mais sans plus. Du coup, je reporte évidemment mes espoirs sur Tim Wellens
en espérant une bonne formule du jour. Vous voyez, on va être à plus 1. Plus 1, c'est pas exceptionnel, mais c'est pas dramatique non plus. On va dire que pour gagner, plus 1, c'est insuffisant pour Tim Wallens. En revanche, pour figurer et pour éventuellement récupérer un petit peu de temps, sur certains, on n'a pas perdu. On n'a pas encore perdu. Donc voilà, hop, début de la difficulté. Donc j'essaie de rester à un effort, bien évidemment, qui ne me fasse pas trop chuter la barre jaune. Hein. C'est toujours le même principe sur ces étapes-là, donc contre la montre avec difficulté dans le final. Avec Movistar, je vous l'avais proposé, hein, cette étape-là, elle avait été un tournant de la Vuelta avec Movistar, puisque c'est là que Marc Soler avait construit son avance et s'était imposé ensuite. En revanche, ici, vous voyez, voilà, j'ai géré jusqu'au bout pour avoir de la barre jaune. Dès que je vois qu'on va en avoir assez, hop, je bouffe le reste. Donc, pas un mauvais chrono pour Tim Wellens, mais il y en a qui vont faire largement mieux. En l'occurrence ici, Issa Guiré est en train de reprendre du temps à Tish Benoît. Issa Guiré est donc en train de taper un très très gros coup sur cette Vuelta. On aperçoit Bourgman là donc qui termine quasiment en défaillance. Donc voilà, la photo elle est simple à décrypter. Yann Saguirre est parti pour aller chercher une Vuelta. Donc c'est assez fabuleux. Je vous ai mis aussi ici le rappel des classements à ce stade-là. Une petite avance pour Thomas De Gendt qui est plutôt sympathique. Tim Wellens peut encore maintenir son maillot vert. Je pense que c'est faisable en tout cas. Il n'y a pas de problème. Et puis voilà, il reste lutte à observer devant. À mon avis, c'est entre Issa Guiré et Bourgman, hein, vraiment. Je vous avais promis de reparler de Philippe Gilbert et de sa baisse de notes. C'est la première. Hein. On aperçoit donc pas mal de pertes. Hein. Il n'y a que des pertes, bien évidemment. Les plus fortes sont en endurance, en résistance, en récupération, en accélération. Donc, curieusement, il s'est maintenu. Sprint aussi a chuté. Ça fait un peu mal, en fait, de perdre en endurance pour un coureur qui vieillit, puisqu'on sait qu'en cyclisme, les mecs qui vieillissent, normalement, ne perdent pas ces facultés-là, hein, notamment. Bon, on s'en accommodera. Je vous dis donc à un épisode 13, rendez-vous à l'épisode 13. Assez prochainement, il y aura pas mal de choses à voir. Il y aura notamment espérer terminer la saison, certes, avec des championnats du monde, avec le Tour de Lombardie, mais avec aussi un petit tour du Benelux où on ira faire quand même pas que de la figuration, je l'espère, parce que c'est le dernier objectif sponsor de l'année. Voilà, très bon week-end à vous, fin de week-end en tout cas. Bonne semaine, bye bye.